tous et merci de nous retrouver pour ce deuxième webinaire sur les maladies du foie en partenariat avec, le CELVA Mmh. et toute son équipe. Donc ça va faire référence, aussi au premier webinaire pour lesquels il y aura des petites synthèses à chaque fois et ce premier webinaire que vous pourrez visionner sur la chaîne YouTube de l'Espace Ressources, hem, quand vous en aurez envie. Pour commencer, le sommaire, donc le déroulé de l'après-midi qui sera, de la manière suivante: docteur Royan qui nous présentera la fibrose hépatique, comment la dépister et la traiter. Camille Desflers, diététicienne qui nous rappelle, les programmes ETP. Monsieur Chaffray, nous parlera de l'étude, pilote Métafibro. Madame Ludwig nous présentera le Fibromaf. Et Camille, encore une fois, de la diète et on passera un petit temps de conclusion également. Voilà, donc docteur Royan, je vous laisse démarrer. Et bonjour à tous. Donc du coup, je vais démarrer avec une petite synthèse de notre épisode précédent. Pour ceux qui n'étaient pas là et même pour ceux qui étaient là, ça fera une petite piqûre de rappel. Je vous rappelle que l'enjeu, en fait, de tout ça, de l'ETP dans le foie, c'est prévenir l'apparition d'une lésion qui s'appelle la fibrose du foie, la fibrose hépatique. Donc l'enjeu, c'est la dépister, puis effectivement proposer des solutions pour la traiter. C'est un enjeu de santé à la fois publique, mais de santé aussi individuelle. Individuelle, pourquoi? Parce que c'est le lit, cette fibrose, de ce qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire, qui est le cancer du foie, tout simplement. Et ce cancer du foie a une forte prévalence dans nos régions. Cancer du foie et fibrose qui ont des facteurs de risque qui sont multiples. Vous le voyez sur le diapo tout à gauche de l'écran. Donc, le foie est dans tous ses états à cause de quoi? De l'alcool, des virus, ça peut être des hépatites virales, A, B, C, D, les chroniques étant B et C et D. Ça peut être également des pathologies liées à des problèmes métaboliques, à l'alimentation notamment, trop de sucre, trop de gras, vous connaissez ça, et également des hépatites qui peuvent être médicamenteuses. Donc, bien évidemment, prendre soin de son foie, c'est éviter la progression de cette fibrose d'un stade 0, normal, à un stade 4, qui est la fibrose sévère, qui s'appelle aussi la cirrhose. Et comme vous le voyez, elle n'est pas due juste à l'alcool, elle peut être due à plein d'autres facteurs. Comment on a des pistes et comment on oriente? Deux outils qui sont dits non invasifs, un outil qui est biologique, qui s'appelle le FIB4, qu'on avait évoqué au dernier webinaire pour ceux qui étaient là, dont effectivement les valeurs peuvent déjà nous donner une orientation diagnostique. Ce n'est pas un test diagnostique précis, mais en tout cas, quand il est très faible, ce FIB4, vous le voyez, donc inférieur à 0,67, on peut dire que on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de fibrose. En revanche, quand ce FIB4 apparaît vraiment supérieur à 2,67, on a un risque majeur de fibrose qui nécessite de confirmer les choses par un autre examen qui s'appelle le fibroscan ou élastométrie. Cette élastométrie va avoir un seuil de 8 kilopascal à peu près, donc ces valeurs sont données en kilopascal, on l'avait expliqué la dernière fois, de par l'onde qui est transmise dans le foie et qui regarde la dureté de ce foie. Et si le foie est très dur, eh bien ça veut dire que il est déjà à fort risque d'avoir une fibrose importante. Ça confirme en fait qu'il y a une fibrose existante. Donc ces deux choses peuvent être réalisées effectivement auprès de vos patients. Et effectivement, ce qui est important de savoir, et le message clé de la dernière fois, qui explique pourquoi l'ETP a une telle place dans la fibrose du foie, c'est qu'en fait, les lésions de fibrose initiale sont réversibles. On peut avoir une fibrose à un stade F1, F2, voire même F3, qui peuvent régresser lorsque on touche aux facteurs de risque, que ce soit l'alcool, le diabète, l'alimentation ou les pathologies virales. Donc tout est réversible. Voilà, ça c'était le petit mot d'introduction pour vous donner un petit peu le top départ pour ce webinaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais vous rappeler les 5 programmes d'ETP qu'on a déjà abordés lors du précédent webinaire. Donc au CELVA, on a mis en place 5 modules, qui sont présentés soit par les infirmières, soit par le médecin, soit, par moi-même, donc la diététicienne. Donc il y a le module, hépatite B, le module hépatite C, le module, le foie trinque, la stéatose métabolique et puis la cirrhose et la prévention du carcinome hépatocellulaire.
Pour rappel, je vous l'ai présenté bien en détail, donc je vous renvoie au précédent webinaire pour plus de détails. Mais le module que la diététicienne présente au CELVA, c'est le module hépatopathie dysmétabolique, où on va aborder 5 grandes thématiques. Donc tout d'abord, comment on va s'intéresser au quotidien du patient, comment est-ce qu'il vit, puis aux données anthropométriques, donc avec le poids, l'âge, l'IMC. Voilà. Ensuite, les connaissances et les représentations du patient sur la maladie. Donc, on va lui demander depuis quand est-ce qu'il a sa pathologie, comment est-ce qu'il a découvert, quels examens est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il sait comment l'alimentation et l'activité physique peut impacter peut avoir un impact sur son foie. Ensuite, on aborde également le bilan biologique, donc on le regarde ensemble. On regarde aussi le fibroscan. Et ensuite, on passe aux habitudes alimentaires. Là, c'est une grosse partie où on va aborder du coup l'organisation des repas, la composition et l'environnement. Alors, pour justement vous parler un peu de ce qu'on avait déjà travaillé pour essayer de métisser en fait l'apport du CELVA en termes de maladies hépatiques et l'apport en fait des réseaux qui existent justement et qui s'occupent des pathologies dysmétaboliques et de l'obésité et du surpoids, les MAF, donc l'équipe mobile des maladies du foie, s'est déplacée au sein de l'APSA, qui est un réseau que vous connaissez tous. Pourquoi? Parce qu'on voulait approcher justement des patients à risque métabolique qui étaient déjà inclus dans un programme d'ETP, donc qui étaient déjà connus pour être motivés et pour avoir eu en fait information, sensibilisation et suivi pour leur pathologie. Et on a repéré au sein de ces patients ceux qui avaient un FIB4 qui était supérieur à 1,30 et qui a constitué un outil d'orientation pour que notre équipe puisse les dépister. Donc, au total, en 2024, il y a eu 50 dépistages qui ont été réalisés, montrant 18 cas de fibrose où le fibroscan confirmait l'existence d'une fibrose supérieure à 8 kPa sur une stéatose, donc sur effectivement des maladies qui étaient métaboliques. Ça concernait donc 36% des patients. On a eu aussi 27 cas qui étaient des fibroses débutantes, 18 cas des fibroses dites intermédiaires, un dépistage quand même d'hépatite C dans le lot de ces patients. Donc, on a vu qu'effectivement, l'utilisation du FIB4 faisait sens dans des populations déjà présélectionnées, dites à risque. Ça justifie vraiment que le risque hépatique soit pris en compte dans la prise en charge globale de l'obésité, des maladies métaboliques, comme le diabète notamment. On s'en doutait déjà, c'est déjà prouvé dans des multiples études, mais là, ça nous confirmait même au niveau régional que c'était le cas. On a donc construit un parcours de soins, puisque c'est ça l'important après le dépistage, avec vraiment un lien avec le médecin traitant sur l'existence justement de cette pathologie hépatique sous-jacente, fortement liée à la pathologie métabolique. Orientation vers un hépatologue en cas de nécessité, notamment les cas de fibrose sévère qu'on avait dépistés, le hépatologue pouvant être libéral ou pouvant être hospitalier, au choix du patient. Et effectivement, orientation ensuite vers la diététicienne de l'APSA qui connaissait déjà le patient, mais avec un petit, on va dire on soulignait plus précisément le foie et la dysmétabolie dans le programme de la diététicienne pour permettre vraiment d'aborder la prévention au niveau hépatique. Donc avec effectivement peut-être un accent un peu plus sur l'alcool, sur l'utilisation des fibres. Camille vous en dira un petit peu plus après, mais effectivement ça permettait d'axer un peu plus la consultation diététique sur ça. Donc on a vraiment construit de concert avec l'APSA ce parcours de soins suite à nos interventions. Diapo suivante. Alors, effectivement, on aura pu proposer cette diapo avant parce que c'est l'étude pilote métafibro qu'on a réalisé avec les anciens réseaux de l'APSA, qui étaient le REDOM notamment, et la Centre de Colmar et le RCPO. Voilà. Et en fait, avant d'intégrer le FIB4, on a étudié effectivement la fibrose hépatique, la dépistage de la fibrose hépatique dans la population diabète, surpoids et obésité de ces réseaux-là. Donc, suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc l'idée, c'était de déterminer dans cette étude, de déterminer cette prévalence de la fibrose, essayer d'individualiser les facteurs de risque associés à cette fibrose avec le fibroscan.
chez ces patients qui ont une MASLD pris en charge dans ces réseaux de soins. Et donc, on a essayé d'aller pendant 2 ans. Alors, on a eu la période du Covid qui ne nous a pas aidé effectivement au déploiement de cette étude, mais on a essayé de prendre voilà, les patients de plus de 18 ans pris en charge dans ces réseaux et on a essayé d'exclure tout ce qui était autre problématique pour bien se concentrer sur ce qui nous intéressait. Diapo suivante. Et ben, en fait, on a pu, du coup, sur cette période de 2 ans, proposer ce dépistage à 744 patients, qui étaient inclus dans les réseaux. Donc, vous voyez, on a un échec au FibroScan de 2%, ce qui est très, très faible en termes d'échec, puis qui était voilà, des problématiques, parce qu'avec notamment l'obésité, des fois, il est un peu plus compliqué de trouver l'espace pour aller mettre le FibroScan et envoyer les ondes et avoir des bons résultats, en tout cas. Ils étaient ininterprétables aussi chez 2%. Donc, on a utilisé quand même la sonde. Il y a 2 sondes dans le FibroScan, une sonde M qui est la sonde normale et la sonde XL qui est plus pour les populations dites en obésité, en situation d'obésité, donc vous voyez 60%. Donc c'était un peu réparti sur les 3 réseaux et puis on peut voir qu'effectivement, il y a une fibrose avancée F3, F4, vraiment pour une bonne partie de cette population, pour environ une trentaine de pourcents, et puis une fibrose très avancée pour 11%. Et on voit qu'effectivement, associé à cette fibrose, puisque le FibroScan le permet de mesurer aussi la graisse dans le foie. Et donc, on a pu voir qu'effectivement, il y avait bien de la graisse dans le foie. Il n'y a pas vraiment d'autres techniques qui nous permettent de bien mesurer, au-delà du FibroScan, la graisse dans le foie. Et donc, on a pu corréler qu'il y avait de la fibrose et de la stéatose. Et la combinaison de ces 2 problématiques ensemble, donc quand il y a fibrose et stéatose, nous donne la maladie métabolique du foie, ce que l'on appelle la MASH. Donc, on a vraiment initié cette étude avant d'aller effectivement se dire comment on pouvait améliorer ce dépistage et cette orientation, sachant que des FibroScan, il n'y en a pas partout. Et là, on a pu aller dans ces réseaux pour le proposer. Et donc, ce qu'a présenté Maud juste avant, en fait, c'est finalement la continuité de cette étude en se disant qu'on pouvait intégrer le FIB4 comme un outil d'orientation avant d'aller au FibroScan, ce qui permettait d'améliorer le screening. Parce qu'on s'est dit qu'effectivement, vu le nombre de patients qui allaient arriver au FibroScan, ça n'allait pas être possible. Donc voilà. Diapo suivante, je crois que c'est tout sur cette étude. Et la conclusion, oui. Voilà, c'était la conclusion de cette étude. Donc, on voyait bien après le prévalence élevée de la fibrose. Les facteurs de risque associés, c'était principalement sexe masculin, le diabète de type 2 et l'hypertriglycéridémie. Donc, l'intérêt vraiment d'un dépistage vraiment systématique de cette fibrose. Et donc, effectivement, le suivi de ces patients avec cette fibrose avancée. Et du coup, on souhaitait pouvoir améliorer la performance diagnostique en associant ce fameux FIB4 dont vous a parlé Maud précédemment. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, comment aussi on pouvait, il y avait un intérêt dans cette population spécifique, mais qu'il pouvait y avoir un intérêt également en population générale, puisque le foie, comme vous le savez, est un organe indolore et qu'on ne va pas chez le médecin parce que l'on a mal au foie. Donc, on peut se retrouver assez rapidement en fonction de ses consommations ou en fonction de son hygiène de vie, avec une fibrose avancée du foie, voire une cirrhose du foie, sans le savoir. Diapositive suivante. Oui. Donc, je le crois que programme FibroMAF. c'est Suzanne, je crois, qui va nous le présenter. Une partie, elle complète. Ah, une partie, d'accord. Je vais initier le truc. Donc, Ouais. on a imaginé finalement ce programme, donc, ce qu'on appelait FibroMAF, qui avait pour but de faire entrer les patients avec une fibrose avancée dans l'un des 3 parcours de soins, soit virus, soit alcool, soit métabolique. L'idée, c'est de prévenir et éviter la cirrhose et le cancer du foie. Et donc, forcément, d'éviter de cette mortalité hépatique que l'on ne contrôle pas forcément. Donc voilà, avec une prévention, un dépistage un peu plus en amont. Donc on a expérimenté ce programme avec la CPTS Mossig et Vignoble, du coup, en Alsace. On avait un médecin référent, le docteur Fenac, et une infirmière azalée qui était très motivée et qui travaillait avec ce médecin-là pour pouvoir améliorer la prise en soin une fois qu'on avait dépisté une fibrose sévère avec une stéatose, pour pouvoir accompagner le patient en lui donnant l'accompagnement nécessaire que vous pouvez avoir en éducation thérapeutique ou que ont la vocation de faire les infirmières azalées encore. Donc ensuite,
on a réussi, on a prouvé que c'était intéressant et pertinent d'apporter le dépistage de la fibrose en population générale, puisqu'on a mis effectivement le FIB4 dans tous les laboratoires de biologie médicale de ce territoire-là. Et on a pu identifier un certain nombre de patients qui nécessitaient un fibroscan. Donc, on est venu avec le fibroscan en mobilité pour pouvoir confirmer ces diagnostics et les orienter sur les parcours de soins. Du coup, ensuite, l'Agence régionale de santé nous a demandé fruit de ce bénéfice de pouvoir déployer sur toute l'Alsace ce programme. Donc, on s'est associé du coup aux médecins, aux URPS biologie et URPS des médecins libéraux pour pouvoir construire un développement d'un programme sur ce territoire et voir effectivement si c'était pertinent ensuite de le développer en Grand Est. Donc, ce que l'on est d'ailleurs en train de faire, du coup, notamment avec nos partenaires, l'AFEMAGE et le RETP, qui nous aident effectivement à communiquer sur ce programme. Suivante. Non, j'ai mon webinaire. Alors, effectivement, Maud en a déjà parlé, mais c'est un rappel. Dans ce FIB4, vous voyez, ça repose bien sur l'âge, sur les ASAT, sur les plaquettes et les ALAT. Voilà, une formule qui est plus ou moins simple, entre guillemets, mais finalement pas complexe non plus, et qui se calcule automatiquement dans les laboratoires d'analyse médicale du moment où il y a les ASAT, les ALAT, les plaquettes pour tous les patients de 18 à 70 ans. Voilà, sachant qu'effectivement, aussi, si vous souhaitez ce score, vous pouvez prescrire sur l'ordonnance FIB4 et le laboratoire le rendra, voilà, il sera obligé de vous le rendre. Parce qu'effectivement, on leur a demandé de le rendre parce qu'il n'était pertinent qu'une fois par an. Donc, si vous avez un FIB4 inférieur à 1,3, vous avez une valeur prédictive négative, ce qui fait que vous avez un risque négligeable à ce niveau-là d'avoir une fibrose hépatique. Si vous avez un score entre 1,3 et 2,67, vous voyez, on l'a mis en gris, donc c'est une zone où on ne sait pas encore trop, il y a une sorte d'incertitude. Donc, soit on a une surveillance à 1 an parce qu'on n'a pas forcément de facteurs de risque identifiés précédemment, ou si vous avez identifié des facteurs de risque, effectivement, là, il faut pouvoir confirmer s'il n'y a pas forcément une fibrose du foie avec une élastométrie. Alors, ça peut être un fibroscan, mais il y a d'autres appareils de mesure de l'élastométrie par méthode échographique qui peuvent exister. Et puis, vous avez le FIB4 supérieur à 2,67. Et quand il est supérieur à 2,67, donc on a une valeur prédictive positive, donc on a 65% de chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est pas vraiment une chance au final, d'avoir une fibrose qui soit une fibrose hépatique avancée. C'est pour ça qu'il faut confirmer avec une méthode d'élastométrie pour être sûr qu'effectivement cette fibrose existe. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, et c'est ce qui est marqué dans le titre, un outil non invasif d'orientation au diagnostic de la fibrose du foie. Ce n'est pas un élément diagnostique. On ne peut pas tout reposer sur ce FIB4, mais il va nous aider à mieux cerner, individualiser les patients qui nécessitent une confirmation fibroscan et derrière un parcours de soins potentiel en cas de confirmation de la fibrose hépatique. Suivante. Donc voilà, donc dans tous les laboratoires d'analyse médicale, vous avez ce même CR qu'on a essayé d'uniformiser avec l'URPS des biologistes du Grand Est. Donc vous avez le score qui apparaît et une petite interprétation rapide sur le relevé. Peut-être que vous en avez déjà vu sur les relevés des patients que vous suivez. Et puis, pour avoir plus d'informations, ne pas hésiter effectivement à aller sur le site fibromaf.fr que nous mettons à jour avec un certain nombre d'outils qu'on va vous présenter par la suite. Donc, les premiers résultats, en fait, je vous présente les premiers résultats de juillet 2023 à décembre 2025. Donc, on a effectivement réalisé, vous voyez, ça représente 245 000, environ 245 000 FIB4 de calculés, en fait, par semestre. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Un peu moins au début, mais vraiment, après, on est vraiment monté entre 250 000 environ en moyenne. Donc, c'est énorme en termes de population screenée au FIB4. Et là-dessus, on voit sur le petit tableau en bas à gauche que effectivement, on a environ entre 3 et 4 000 en fonction des semestres, le nombre de patients qui ont une potentialité d'avoir une fibrose hépatique sévère. Donc c'est quand même assez énorme et assez important. Et donc ça représente environ 1,5% en moyenne de cette population. Donc on dit 1,5%, c'est peu, sauf que 1,5%
de beaucoup, ça fait quand même environ, depuis le début du programme, 17 000 personnes qui devraient avoir une élastométrie du foie, rien qu'en Alsace. Et ça, c'est quand même assez énorme. Voilà, donc ce qu'il faut voir, et je vais vous montrer après combien de personnes ont eu réellement un FibroScan et vous allez comprendre le gap qu'il y a et l'importance de bien comprendre ces outils pour pouvoir dépister les patients, les orienter dans un parcours et éviter qu'ils aient potentiellement un cancer du foie. Donc on a eu une bonne adhésion des laboratoires d'analyse médicale, hein, donc qui ont tout de suite accepté de mettre en place ce programme, et puis cet outil hein, qui pour eux est assez simple à calculer. On voit bien que effectivement, donc c'est plutôt intéressant pour les patients qui ont plus de environ 50 ans, parce que ça permet de mieux dépister leur maladie du foie, parce qu'effectivement, des fois, la fibrose du foie peut mettre un peu de temps à se développer, et la cirrhose peut mettre 20 à 25 ans en fonction des facteurs de risque qu'il peut y avoir à se développer. On va voir qu'il y a peu d'adressage finalement quand même à l'élastométrie, et qu'il va y avoir besoin d'une formation et de la télexpertise pour que l'on puisse accompagner ce programme à se déployer au bénéfice des patients. Donc voilà, au total, 1000 FIB4 automatiques sont effectués par jour en Alsace, parmi lesquels 15 ont une valeur supérieure à 2,67. Donc imaginez qu'il y a 15 patients par jour qui doivent valider l'élastométrie. Donc, des élastométries, on essaye de les développer dans les hôpitaux généraux au niveau des services d'hépato-gastro-entérologie. Donc, nous, en Alsace, là, pour le coup, nous en avons nous en avons à Mulhouse, à Sélestat, à Saverne, il y en a un à Strasbourg et il y en a un qui va y arriver très prochainement, le mois prochain, on espère, à Haguenau. Voilà, et on va essayer de le développer sur le Grand Est, où il doit y avoir des appareils d'élastométrie à Metz, à Nancy, à Reims notamment, et puis on est en train de travailler au déploiement de ces outils-là pour que ça soit accessible au plus grand nombre de la population. Suivante. Donc voilà, en résumé sur ces parcours, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de patients qui doivent avoir. Et au final, vous voyez, je ne l'ai pas mis en orange, je l'ai mis en noir, mais c'est que seulement 221 patients sur 2025 qui ont eu cette élastométrie du foie. Vous voyez le gap entre le nombre de patients qui doivent avoir une élastométrie et le nombre de patients qui en ont. Le problème, c'est l'adressage, l'assimilation de ces résultats par l'ensemble des professionnels, les médecins notamment, mais pas que, et l'orientation sur ces consultations des pathologies que propose le FibroScan. Donc, on a peu de patients malheureusement, mais on a quand même pu analyser que sur ces 221 patients, on a 68 qui avaient une fibrose confirmée. Donc, vous voyez, 30% finalement avaient cette fibrose confirmée et qui ont d'emblée intégré un parcours de soins spécifique. Et puis, on est en train encore d'évaluer pour les 140 patients qui restent autour en fonction des autres facteurs de fibrose, de progression de la fibrose hépatique, voire pour l'entrée de parcours de soins, le cas échéant. Et donc, c'est aussi un travail continu qui s'impose à nous. Donc, vous voyez, il y a un vrai gap, en fait. Il faut vraiment comprendre ce qu'est le FIB4, qui est quand même assez simple, mais de bien arriver à avoir les outils pour orienter ces patients, puisqu'on passe à côté de... On a ces outils-là de pré-diagnostic, mais derrière, il faut s'en saisir pour qu'on puisse permettre à ces patients-là d'éviter des complications liées à leur pathologie hépatique. Suivante, je crois. Voilà, donc bon, après, voilà, c'est une autre analyse sur quelques patients avec où on retrouve effectivement une stéatose sévère, une fibrose hépatique importante. Voilà, bon, c'est une autre analyse, je pense qu'on peut passer là-dessus. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, ça, c'était le poster qu'on a fait dans le cadre du congrès de la FEMAGE, où on montre un peu, on reprend un peu les différentes indications sur le programme et le parcours de soins, effectivement, de stéatopathie métabolique tel qu'il devrait être. Donc, voilà, disponible également sur fibromaf.fr. Je pense qu'on va avancer, arriver sur les outils de ce programme. Voilà. Voilà. Donc, Exécuter le programme par Suzanne Ludwig, l'infirmière de coordination du programme. Voilà, donc moi je vais vous présenter un petit peu les actions qui ont été mises en place pour déployer le fameux programme. Donc, comme on en a déjà parlé, la CPTS Moussy-Grignoble, c'était le premier en 2022 à commencer à travailler avec nous. Ensuite, souvent, plusieurs fois par année, ça fait déjà 2 ans, nous allons aux Journées du Cœur à Sélestat, à Strasbourg, à Colmar. D'ailleurs, demain, je vais à Sélestat. Donc, on tient un stand. Alors, c'est les Journées du Cœur, mais bon,
il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de diabète, d'obésité, des problèmes cardiaques. Donc, c'est tout à fait judicieux de leur parler de leur foie. Ensuite, lors des consultations, quand les gens viennent chez nous au FibroScan, c'est vraiment une porte d'entrée pour eux également. Nous, c'est une porte d'entrée, on peut les inclure dans des programmes de TP. Pourquoi? Parce que déjà, les médecins les envoient car ils ont un FIB4 pathologique. Et donc, nous, à notre niveau, en tant qu'infirmière, on peut les inclure dans un programme de TP. Il y a aussi la demande de téléexpertise qui permet de rentrer les patients dans ce programme. Souvent, des médecins généralistes, même des médecins au niveau des US, demandent des avis à notre médecin, donc à Maud Royan ou à des hépatologues. Ils ont un FIB4 perturbé, élevé, et ben, ils peuvent rentrer dans l'étude. Ensuite, on a beaucoup de sensibilisation à faire et qu'on fait au niveau des CPTS. Donc, pour l'instant, on a déjà fait beaucoup de choses sur Strasbourg, Mulhouse, sur l'Alsace. On a fait des webinaires, on a fait des soirées d'information pour tout le personnel médical et paramédical. Et là, on va bien sûr se déployer au niveau du Grand Est également. Nous avons aussi un étudiant en médecine qui fait une thèse sur les connaissances et les pratiques de dépistage de la fibrose hépatique chez les médecins généralistes en Alsace. Donc là, il est en train de préparer un questionnaire et de savoir un petit peu les médecins généralistes s'ils connaissent, comment ils font, quand ils ont un FIB4 perturbé, qu'est-ce qu'ils font. Et donc là, on aura un petit peu un aperçu des connaissances aussi à l'extérieur de l'hôpital. On a aussi une coopération avec l'UGCAM à Ilkirch, qui depuis février 2025, on avait fait une réunion avec eux, on leur a expliqué ce que c'était le FIB4. Et depuis, ben, vu qu'ils ont énormément de patients en obésité, avec des FIB4 élevés, ils nous les envoient au FibroScan et après, ben, par la suite, on peut toujours les orienter vers un hépatologue ou chez notre médecin ici. Il y a également les consultations avancées avec l'équipe mobile du CELVA. Donc là, ils vont au niveau du XAPA, ils vont au niveau de la prison. D'ailleurs, ma collègue y va demain matin. Et donc là, c'est des gens qui sont vraiment orientés avec des FIB4 perturbés, élevés, avec des comorbidités. Et donc, on leur fait des fibroscans à ce moment-là. Voilà. Diapo suivante. Donc, les outils nécessaires qu'on a mis en place, ben voilà, on vous en a déjà parlé. Le résultat du FIB4 chez les biologistes, enfin sur les bilans sanguins une fois par an en systématique pour tout le monde. La mise à disposition sur Fibromaf des ordonnances pour les médecins généralistes. Ça, je vous montrerai des exemples après. Vraiment, ce qui est important, c'est l'information des professionnels de santé. C'est vraiment la chose pour que tout le monde connaisse et sache quoi faire avec. Donc, pour ça, on a le site web où ils peuvent aller dessus, on a des flyers, on a le recours à Omnidoc. Et la chose très, très importante, c'est qu'on s'implique dans les différentes CPTS parce que c'est eux qui brassent vraiment un maximum de professionnels. Bien sûr, les parcours de soins pluridisciplinaires, ça c'est très important. Et nous avons fait une cartographie de là où sont implantés les fibroscans. Donc après, je vais vous montrer, on a même des numéros de téléphone et on a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent prendre des rendez-vous pour les fibroscans. Parce que c'est vrai que nous, à Strasbourg, on en fait énormément et on pourrait en faire encore plus. Donc, c'est bien de pouvoir un peu déployer les fibroscans dans d'autres hôpitaux. Là. Alors, là, c'est en fait un flyer qu'on emmène. Par exemple, demain, je vais l'emmener au niveau de la journée du cœur. En fait, c'est quelque chose qu'on remet aux gens, qu'on remet aux patients qui viennent sur les stands, qu'on peut remettre à des médecins, qu'on remet à toute personne intéressée. En fait, au départ, on leur explique que le foie et le cœur, c'est quelque chose qui va ensemble. Ensuite, on regarde avec eux s'ils ont des maladies s'il y a une maladie métabolique et eux, où est-ce qu'ils en sont dans leur consommation, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils ont comme pathologie. On leur explique les différents stades de fibrose. On
On fait avec eux alors, il y en a certains qui ont déjà entendu parler ou déjà vu sur leur prise de sang le FIP4, mais ne savent pas du tout ce que c'est. Donc là, on leur explique bien. Ils ont les normes. Ils peuvent aller chez le médecin traitant avec ça. On leur explique ce que c'est le fibroscan, que c'est quelque chose qui fait pas mal, qui s'est fait rapidement. On leur donne même les numéros de téléphone pour savoir où pouvoir prendre des rendez-vous. Diapo suivante. Donc là, c'est l'ordonnance pour les médecins généralistes donc, qui veulent nous envoyer quelqu'un pour l'élastométrie. Ils peuvent un peu nous renseigner certaines choses, s'il y a des maladies métaboliques, s'il y a des maladies virales, le traitement qu'ils ont. Donc c'est vrai, ça nous donne un aperçu. Et après, bien sûr, on leur envoie un résultat pour eux. Voilà, diapo suivante. Donc là, elle est en plus petit. Et donc, on remet aussi à la personne un modèle de prise de sang, un modèle pour faire l'échographie abdominale. Et avec tout ça, après, le médecin traitant, s'il le juge nécessaire, peut nous envoyer les patients ou ici en hépatogastro ou chez un hépatogastro à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, on leur donne tous les outils et tout ce qu'on peut leur donner en amont pour qu'ils puissent faire les choses et pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont sur leur prise de sang. Voilà. Merci. Oui. Donc, on passe avec Camille qui va nous parler de cas cliniques. Voilà, du coup, pour appuyer cette présentation avec un cas concret, je vous présente le cas clinique de Madame M, qui a 36 ans, qui est originaire de la Guinée, qui est arrivée en France donc il y a un peu plus d'1 an. Elle est demandeuse d'asile et son mari et ses 3 enfants sont restés au pays. Et actuellement, elle vit en colocation voilà, proche de Strasbourg. Concernant ses données anthropométriques, elle fait 121 kg pour 1,69 m. Donc elle a un IMC à 42,4. Et donc Madame M, elle a pris 10 kg depuis qu'elle est arrivée en France. Pour dépister la fibrose hépatique, on a tout d'abord réalisé un FIP4 qui est sorti à 2,06, donc au-delà de la norme. Bien qu'il soit inférieur à 2,67, on a fait un test de confirmation avec un fibroscan qui est sorti avec un cap à 280 décibels par mètre et une élasticité hépatique à 11 kilopascal, qui suggère du coup une fibrose hépatique avancée. Au niveau du bilan bio, il y avait une glycémie à 1,33, des triglycérides et le cholestérol élevé également, le HDL cholestérol qui était bas et les gamma-GT qui étaient également élevés. Et je ne l'ai pas précisé, mais il y avait également le tour de taille et la pression artérielle qui était élevée. Donc, Madame M avait un syndrome métabolique. Concernant les connaissances et la représentation, elle ne connaissait pas l'origine de son hépatite, elle ne savait pas comment est-ce qu'elle l'a contractée. Et ça lui a créé une grande anxiété suite à l'annonce, parce qu'elle avait peur d'en mourir. Et également, lorsqu'elle a vu son bilan biologique avec du gras et des données assez élevées, ça l'a beaucoup inquiétée. Concernant ses habitudes de vie, Madame M prend 2 repas par jour. Elle a pour habitude de ne pas prendre de petit déjeuner. Elle ne consomme pas de légumes parce que depuis qu'elle est arrivée en France, les légumes européens ne lui plaisent pas. Elle ne sait pas comment les cuisiner. Elle grignote également pas mal de produits sucrés, notamment l'après-midi, dans la soirée et parfois la nuit quand elle se réveille. Pour ses boissons, alors elle ne boit pas d'eau, elle prend principalement du soda avec 3 canettes de Sprite, 1 canette de Red Bull et au niveau de l'alcool, elle est à environ 5 unités par semaine et c'est principalement du panaché ou du rosé. Et elle boit également 3 cafés par jour avec à chaque fois 3 sucres à l'intérieur. Elle a également des colis du Resto du Cœur et en termes de matière grasse de cuisson, elle utilise de l'huile de palme. Pour son activité physique, elle est plutôt sédentaire, elle reste principalement à la maison. Elle sort juste pour faire ses courses, mais sinon elle ne sort pas. Diapo suivante, voilà. Du coup, ensemble avec la patiente, on a vu pour elle quels étaient les éléments à améliorer dans
dans son alimentation et elle m'a directement dit qu'elle consommait trop de produits sucrés, trop de boissons sucrées et qu'elle souhaiterait également augmenter son activité physique. Et donc, à ce moment-là, du coup, on a vu pour voir ce qu'elle pouvait changer en priorité. Et donc, elle m'a dit d'arrêter tout ce qui est des boissons sucrées et de diminuer également le sucre à un sucre dans le café à la place de 3 et de consommer davantage d'eau. Et puis, elle s'est aussi fixée comme objectif de sortir un petit peu dans le quartier une fois par jour, environ une quinzaine de minutes. Ici, je vous ai mis un document que j'ai créé pour le Selva, où on voit l'apport en sucre dans les boissons sucrées. C'est intéressant de le montrer aux patients parce que ça leur fait comme un déclic. Ils ne se rendent pas forcément compte du sucre qu'il y a dans ces boissons-là. Et là, par exemple, pour Madame M qui consomme donc 3 canettes de Sprite et une canette de Red Bull, bah, finalement, il y a 7 carrés de sucre dans une canette. Et donc, mis tout ensemble à la journée, on est quasiment à 150 grammes de sucre par jour, sans compter les 3 carrés de sucre dans les cafés. Voilà. Et du coup, c'est des documents que j'enrichis au fur et à mesure des présentations, enfin, au fur et à mesure de mes échanges avec les patients. Ici, c'est pour l'alcool. Et il y a également, juste si vous allez sur la slide d'après, également pour les barres chocolatées. Voilà. Et au fur et à mesure, du coup, j'enrichis le document. Un mois plus tard, j'ai pu revoir Madame M en consultation de TP. Et donc, on a fait le point ensemble. Désormais, elle a tenu plutôt ses objectifs. Elle boit davantage, elle boit uniquement de l'eau. Elle prend plus de soda. Elle a arrêté complètement le soda et l'alcool. Et elle a diminué le sucre dans le café. Elle grignote toujours vers 16h et devant la télé, mais c'est plus quotidien. C'est 3 ou 4 fois dans la semaine. Et pour le coup, elle s'était fixé un objectif de 15 minutes à pied par jour et elle a réussi à augmenter à environ 30 à 40 minutes autour de la maison. Concernant son poids, il a légèrement diminué. Il était à 120,5 kg, mais ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Le plus intéressant, c'est de voir au niveau du bilan biologique. Pour cette fois-ci, on n'en avait pas, mais pour le prochain ETP, il y aura un bilan biologique. Et donc, je pense que ça sera assez favorable vu tous les changements positifs qu'elle a réussi à mettre en place dans son quotidien. Et les fibroscans, chez nous, on les fait une fois par an. Donc, on aura un regard sur le fibroscan d'ici 2027. Et pour cette séance, on a également discuté de comment intégrer des légumes dans ses repas, comment cuisiner les légumes européens qu'elle ne connaît pas forcément, et parce qu'elle en reçoit aussi dans ses colis alimentaires du Resto du Cœur. Donc, on a vu comment les intégrer pour qu'il y en ait au moins une fois par jour. C'est ce qu'on s'est fixé, parce que c'est très important de manger des fibres pour le foie. Et également essayer d'adapter la matière grasse de cuisson à la place de l'huile de palme, plutôt pencher sur un mélange 4 huiles. Alors pourquoi le mélange 4 huiles par rapport à l'huile d'olive? C'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus accessible et moins cher du coup que l'huile d'olive. Et il a un profil en acides gras assez intéressant. Voilà. Et donc cette patiente-là, on la reverra d'ici 1 mois en ETP. Ici, vous avez un document que j'ai créé pour les patients. Vous voyez qu'il est très imagé parce qu'on a souvent des patients qui ne parlent pas la langue ou qui ont des difficultés. Et donc, sur la page de gauche, c'est une répartition alimentaire type. Donc là, par exemple, que j'adapte avec chaque patient. Là, par exemple, pour le petit déjeuner, la patiente n'en prend pas, donc je vais pas la forcer à prendre un petit déjeuner, c'est pas la priorité. Donc je me concentre vraiment sur la partie inférieure avec cette notion d'assiette qui est séparée en 3 parties égales. Un tiers donc pour les légumes,
à chaque repas ou au moins une fois par jour pour madame, avec soit des crudités, soit des cuidités. Un autre tiers pour les féculents, donc soit des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre et de préférence sous forme, complète pour l'apport en fibres et un autre tiers du coup pour les protéines, donc avec la viande, du poisson, des œufs. Et pour accompagner ça, ils peuvent prendre un laitage, donc soit un fromage, soit un laitage nature et une portion de fruits. Et sur le côté droit du flyer, eh bien, c'est représenté, assez facilement, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut plutôt, favoriser. Donc ce qu'il faut éviter, donc c'est l'alcool, le soda, les fast-foods, le sucre et ce qu'il faut favoriser, c'est bien sûr les fibres, donc là avec les légumes et la viande. Une bonne hydratation avec de l'eau ou du thé et du café. Ça, c'était parce qu'anciennement, il y avait, des recommandations, comme quoi le café et le thé étaient hépatoprotecteurs. Bien sûr, sans ajouter de sucre et avoir une bonne activité physique. Et juste en dessous, les modes de cuisson à privilégier. Donc là, vous voyez, les cuissons à l'eau, à la vapeur, au four, au micro-ondes. Éviter tout ce qui est friture ou ajout excessif, d'huile à la cuisson. Et on essaye justement de limiter les matières grasses à environ 1 cuillère à soupe, par repas. Donc soit d'huile, soit de beurre, soit de crème fraîche. Docteur Goyant, Oui, est-ce que alors, je vous laisse donc je vais conclure? conclure, merci, en commençant par, le cas clinique de Camille pour vous montrer l'importance en fait, d'être, d'interagir et de collaborer sur des cas cliniques comme celui-là, puisque vous avez vu que la patiente venait à l'origine pour une hépatite B, c'est son mode d'entrée et que se cumule à ce facteur de risque non négligeable, le facteur de risque métabolique. Et les 2 ensemble, en fait, vont vraiment avoir un fort risque de précipiter vers la fibrose sévère, ce qui est le cas de cette patiente. Elle a une fibrose sévère, très probablement à cause des 2. Difficile de savoir qui a la part la plus grande. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a traité les 2, hein. Cette patiente a également son hépatite B, donc qui est traitée et va avoir aussi, son traitement, ce que fait Camille, son traitement par l'ETP. Alors je parle bien de traitement par l'ETP, donc ça va être l'objet de ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui vraiment, traiter la maladie métabolique du foie passe par la modification, hein, de l'hygiène de vie, comme dans beaucoup de pathologies métaboliques. On a des médicaments, vous le savez peut-être, qui sont arrivés sur le marché, qui peuvent avoir un impact positif, mais qui à l'heure actuelle, ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais vont avoir aussi des indications très particulières au niveau médical pour que les patients puissent y accéder. Néanmoins, en ajout à ces thérapies, il faudra quand même avoir un mode de vie qui est adapté, hein. Vous savez comme moi, on ne pourra pas améliorer le tout sans avoir aussi une cohérence dans la prise en charge globale. Donc finalement, s'il y avait des take-home messages à avoir, hein, des choses que vous ramenez après ce webinaire, c'est que c'est important de prendre en charge l'aspect hépatique dans les maladies métaboliques que vous avez l'habitude de voir au quotidien, que ce soit en médecine générale, dans vos réseaux d'obésité, en éducation thérapeutique. Prévenir la stéatose, c'est prévenir ce qui peut être le plus grave dans cette stéatose. Donc, quand on parle de vous avez le foie gras, la maladie du foie gras, eh bien, ça peut être le lit de ce qu'on appelle une fibrose, qui elle-même peut être le lit d'un carcinome hépatocellulaire. Donc, vraiment, prévenir la stéatose, c'est prévenir la fibrose. Le FIB4 que vous avez, dont vous avez connaissance maintenant, est effectivement un outil d'orientation qui peut être très intéressant pour coordonner des parcours de soins, hein, dire qu'est-ce qui est du plus urgent ou moins urgent. L'ETP, vous avez vu, double jeu, double rôle, prévention bien sûr, mais aussi traitement de certaines pathologies. Donc nos perspectives ensemble, hein, que ce soit vous ou nous ici au CELVA, ça va être d'abord de sensibiliser, ça va être la priorité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi via ce webinaire. Innover, comment on collabore, comment on expérimente et mettre en place des travaux à la fois de recherche sur la question et aussi de ce qu'on appelle aussi de la recherche-action, hein, c'est-à-dire on est sur le terrain, on sensibilise, on traite, on fait de l'ETP et on voit ensuite le résultat. On va aussi avoir un gros travail, c'est ce qu'on fait en ce moment ici avec le CELVA, mais aussi avec vous, c'est de coopérer entre la ville et l'hôpital. Vous savez que le clivage est parfois important. Donc, comment on va faire ça? C'est de créer des fiches projets ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire avec les CPTS à l'heure actuelle. C'est plus facile, effectivement, quand le réseau est déjà coordonné en ville pour que nous, on s'y intègre. Intégrer l'ETP concernant les maladies du foie aux autres modules qui existent
autour des maladies métaboliques, que ce soit en endocrinologie, dans les réseaux ou en médecine générale. Donc, intégrer effectivement aussi le TP des maladies métaboliques dans tous les réseaux qui s'occupent du foie. Ça, c'est l'autre versant. Voilà. L'un ne peut pas être séparé de l'autre, hein, finalement, comme vous l'avez vu. En intra-hospitalier, nous, on a aussi un objectif pour faire cette fusion entre ces deux domaines, l'endocrinologie, la pathologie métabolique et le foie, c'est de créer en fait une sorte de filière qui est endocrino-hépatologique, si j'ose dire, pour vraiment faire collaborer nos deux services ensemble. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et donc, on est ouvert à la discussion et aux propositions parce qu'effectivement, vous voyez, c'est ces ponts-là qui vont être intéressants pour nous, mais aussi pour nos patients, pour qu'ils aient une prise en charge vraiment holistique autour de leur prise en soin. Voilà. Je mets les coordonnées pour les personnes que ça intéresse là tout de suite. Alors, je ne vois pas le chat. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Hop. Est-ce qu'on a... Il y a Emmanuel Monsieur Henry Henry qui lève. Oui, oui. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, désolé, je suis arrivé 15 minutes en retard, mais merci beaucoup pour cette présentation très claire, très intéressante. Alors, je me présente rapidement. Je suis médecin nutritionniste à Yutz, dans la banlieue de Thionville, donc Nord-Lorraine. Grosse activité métabolique, diabète de type 2, obésité, chirurgie bariatrique. Je fais partie du CA de la CPTS de Thionville-Est. Je suis médecin coordonnateur du programme d'ETP Redoxionis, qui signifie donc obésité, cardiovasculaire, diabète. Et je fais actuellement le DIU sur la mâche du CHU de Dijon et du CHU d'Angers. Donc, le sujet m'intéresse particulièrement. J'ai plusieurs petites questions. J'ai été très intéressé, premièrement, sur vous avez abordé le déploiement du FibroScan. Alors, moi, je suis dans une petite clinique. J'aimerais avoir un FibroScan, puisqu'on a vraiment une grosse activité métabolique. Avec la direction, il va falloir que je négocie, parce que c'est un appareil qui coûte cher. Donc, quand vous avez parlé de déploiement, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, s'il y a des aides par l'ARS ou d'autres choses. Ça, c'est une première question. Deuxième chose, j'aimerais beaucoup avoir l'ordonnance de prescription de FibroScan pour l'EMG, qui me paraît vraiment très bien faite. Et puis, troisième question, je voulais savoir s'il y avait déjà des programmes d'ETP, donc, alors bon, vous, chez vous, visiblement, des programmes d'ETP donc, sur la mâche, enfin sur les problèmes hépatiques. Alors, vous parliez tout à l'heure d'intégrer les maladies métaboliques dans vos programmes d'ETP d'hépatogastro. Alors en fait, moi j'aimerais bien faire l'inverse, c'est-à-dire dans mon programme d'ETP maladies métaboliques, et j'aimerais créer donc un atelier sur la prise en charge justement de la mâche. Voilà, donc je voulais échanger avec vous sur tous ces points-là. Désolé, j'ai été un petit peu long. Non, séquencer peut-être. Peut-être Frédéric va répondre sur le côté plus déploiement du FibroScan sur l'aspect organisationnel, je pense. Et puis moi, je répondrai à vos questions qui suivent au niveau médical. Merci. Alors, effectivement, dans le cadre du déploiement dans le Grand Est, on travaille avec le docteur Conroy qui est à l'hôpital de Mercy. Et Merci. c'est lui qui est Guillaume Conroy qui est en charge du déploiement. On a discuté avec la CPTS de Metz, et on peut discuter avec les autres CPTS. Effectivement, on a commencé. Et pour l'instant, on n'a pas abouti avec la CPTS de Metz, malgré deux échanges. Et on sait qu'il faut faire de la formation, mais en fait, voilà, on est ouvert à travailler avec les autres CPTS si effectivement vous êtes un levier pour travailler avec la vôtre. Donc ça, il y a déjà des éléments. Il faut discuter avec lui effectivement pour le déploiement du FibroScan parce qu'il en a un également. Donc voir effectivement la couverture sur le territoire. Je crois qu'il y en a un. Il y en a un à Thionville aussi, je crois. Il y en a un à Thionville, mais voilà, c'est faut voir. mois de délai. Hein, voilà, très... il faut voir les délais.
l'organisation et puis travailler avec l'agence pour voir comment on peut déployer effectivement d'autres fibroscans et comment et par qui ils peuvent être faites également, puisque c'est un outil médical, hein, ça c'est un outil Oui, médical tout à fait. réalisé par un hépatogastro-entérologue à la base. Il peut être déployé, il peut être réalisé par des infirmiers dans le cadre de protocoles de coopération entre professionnels, mais il en existe un seul pour l'instant qui est validé au niveau national, qui délègue de l'hépatogastro-entérologue à l'infirmier d'hépatogastro-entérologie, puisqu'il doit avoir l'infirmier une expérience en hépatogastro-entérologie. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Donc, il y a un travail à faire, pratico-pratique, pour voir effectivement, en fonction de l'organisation, les leviers et les fils actives potentiels, comment on peut améliorer l'accessibilité de l'outil sur le territoire, sur votre territoire. Donc, je ne peux pas apporter de réponse spécifique d'engagement, mais je peux dire qu'on peut travailler ensemble pour voir effectivement comment on peut faire. Et là, il faut qu'on discute en dehors de ce webinaire. Peut-être en termes d'argumentaire, hein, docteur Henry, c'est la question de la quantité de FIB4 déjà supérieure à 2,67, supérieure à 1,30 même dans votre population, puisque vous êtes sur des Alors, populations à risque. moi, systématiquement maintenant, FIB4 supérieur à 1,30, je fais un fibroscan. Donc là, déjà déterminer dans vos patients qui a un FIB4 supérieur à 1,30 et qui est en attente d'un fibroscan. Déjà ça, si vous donnez l'argument à l'ARS, j'en ai déjà 2-3 là. Voilà, donc voilà mes chiffres, voilà les chiffres de mes confrères. Juste ça prend pas beaucoup de temps et demandez à votre labo éventuellement s'ils font je sais pas s'ils les font en ville les examens ou s'ils les font à l'hôpital, mais en tout cas quand ils les font à l'hôpital c'est très facile en fait à sortir comme chiffre, sur même en prospectif, hein, sur 2-3 mois en fait, à dire sur 3 mois j'ai tant de j'ai tant de FIB4 qui nécessiterait une évaluation par une élastométrie. Et je n'ai pas l'élastométrie avant, je ne sais pas, 1 an, enfin comme vous disiez, 6 mois, etc. Voilà, déjà ça peut être dans l'argumentaire, je pense, quelque chose qui est audible par effectivement les agences et qui vont intéresser les confrères des pathos aussi, du coup, qui vont associer nutritionnistes et les pathos. Juste, en tout cas, pour finir, donc il faut vraiment qu'on parle avec Guillaume Conroy par rapport à tout ça. On le rapproche de lui, je pense. Oui, voilà, et on se rapproche ensemble, puisque nous, on a une mission de coordination sur le Grand Est, mais que c'est eux les opérateurs, nos collègues, sur leur territoire. Nous, on est sur notre territoire d'Alsace, mais du coup, sur leur territoire, voilà, c'est à Metz, à Nancy et à Reims, les opérateurs principaux de ce programme. Et juste pour répondre aussi à la deuxième question, parce que sur le site fibromaf.fr, vous avez accès à toutes les ressources du programme, notamment aux ordonnances dont vous parlez. Voilà. Donc, vous mettez fibromaf.fr dans Google ou même sur Internet, sur Google, et vous aurez accès à l'ensemble du déploiement du programme avec tout ce qu'on vous a présenté un peu plus précis et les ressources, les webinaires, ce webinaire-là aussi où il y a le lien aussi, il y aura le lien sur le site. Donc voilà, vous avez des ressources, il manque des choses, vous nous contactez et puis on apporte. La cartographie également des fibroscans disponibles sur le territoire. C'est une cartographie des X qui est disponible, mais pas forcément toujours les services qui travaillent avec nous. Mais au moins, c'était intéressant de savoir ce qui était disponible au-delà du programme. En ce qui concerne l'ordonnance pour l'EMG, oui, la ressource existe, elle est là, elle est ouverte à tout le monde. Par contre, j'insiste, du coup, moi, je suis médecin généraliste au CELVA, au service de lutte contre les hépatites virales. Et on a fait, enfin, ce qui n'est pas l'erreur, mais on a testé déjà de faire cette ordonnance sans avoir d'omnidoc auparavant. Donc, c'est-à-dire un système d'aval pour aider le médecin généraliste dans l'interprétation. Parce que du coup, le prescripteur devient responsable de l'interprétation du résultat en aval. Et ça peut créer une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on prescrit et on reçoit le résultat. Le patient ne comprend pas, le médecin ne comprend pas, il ne connaît même pas l'outil, en fait, le médecin. Enfin, moi, quand j'étais MG avant d'être au CELVA, sans être dans un service des pathos, je ne sais pas ce que c'est le fibroscan, c'est obscur. Donc, pour expliquer aux patients l'interprétation, ça nécessite vraiment un accompagnement. J'insiste là-dessus, déployer, c'est bien, mais il faut accompagner. Et c'est vraiment une phase qui est indispensable. Sinon, ça ne marchera pas, on ne se l'approprie pas et voire même il risque d'avoir j'ai le mot en anglais, des misunderstood, des quiproquos en fait sur les interprétations ensuite. Donc ça va être vraiment important d'accompagner. Donc d'où nous on a mis en place Omnidoc parce que notre hôpital déploie Omnidoc et c'est très pratique parce que juste après la réalisation du fibroscan et l'ordonnance, on peut accompagner sur la démarche qui suit. Voilà, donc j'ai insisté juste là-dessus au niveau médical parce que c'est vraiment essentiel.
Et en ce qui concerne l'ETP, oui, je disais bien qu'il y avait les deux visions, hein. C'est vraiment soit l'ETP du foie intégré dans une session métabo, comme vous, soit intégrer le métabo, ce qu'on a fait nous, dans les pathologies. Voilà, donc c'est vraiment les deux métissages qui sont possibles et tout aussi bénéfiques l'un que l'autre, hein. C'est le point d'entrée qui sera un petit peu différent. C'est que nous, ils rentrent par la maladie souvent virale, par l'hépatite B et l'hépatite C, et paf, on est sur le métabo parce que c'est associé, comme le cas de cette patiente qu'a présenté ma collègue. Vous, ça sera l'inverse, ils arriveront par le métabo, et ce qui ne vous empêchera pas de faire des sérologies, du coup, ça sera cool aussi si pour dépister d'autres étiologies potentielles. Mais voilà, bien sûr, ça peut s'intégrer. Alors nous, on a travaillé sur un module métabolique intégré à la maladie hépatique, mais vous, du coup, il faudrait travailler sur le module hépato, c'est-à-dire pour ne pas spoiler ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que le foie? Tout simplement, les gens ne savent pas comment foie et cœur peuvent être liés. Et c'est ce que vous a présenté Suzanne, peut-être, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, sur le foie qui brise le cœur. C'est vraiment ça, montrer que le foie Ça, est j'ai pas, malheureusement. Oui. voilà, est une vraie usine en fait de métabolisation des graisses en fait, enfin voilà, et que c'est un outil tant d'élimination de filtres que de stockage. Et comment du coup quelqu'un qui va avoir une cardiopathie avec une dyslipidémie peut aussi avoir une MASH associée. Et aussi que quand on découvre une stéatose, s'il y a du gras dans le foie, c'est qu'il y en a ailleurs. Donc en fait, découvrir une stéatose, c'est déjà découvrir une maladie cardiovasculaire, à minima. Oui, tout C'est à un fait. livre d'une maladie cardiovasculaire. Et avec ces deux éléments-là de levier initiaux, vous commencez une séance de TP qui sensibilise déjà le patient à ah ok, donc il n'y a pas que le cœur en fait qui va être malade dans tout ça, il y a mon foie aussi. Alors que foie égale alcool pour la plupart des gens. Donc voilà, c'est Oui. vraiment cet axe-là, ce paradigme qu'il faut modifier dans le prémisse, on va dire, on parle beaucoup de ça dans les spectacles humoristiques, mais les prémices en fait d'ouverture pour le TP, si vous voulez commencer une séance dédiée, quoi. Et il y aurait moyen de venir voir un petit peu ce que vous faites sur place. Moi, je suis toujours d'accord, mais je regarde le chef, hein. Ouais, vous nous faites un message et on voit comment on peut faire. Oui. Donc, alors vous êtes docteur Chaffré, c'est ça? Je ne suis pas médecin, mais je suis atypique aussi, c'est comme le Selva. Monsieur D'accord. Chaffré, c'est très bien. C'est moi le médecin. Du coup. C'est le médecin, mais c'est moi. Ah, pardon. Eh oui, D'accord. les choses changent, hein. Du Eh oui, hein. j'adresse un mail à qui Selva@chru-strasbourg.fr. Selva, SELHVA, @chru-strasbourg.fr. Et ça arrivera chez moi. RU-Strasbourg.fr. Je repartage sinon le. Il y a les coordonnées sur le diapo et vous l'aurez sur le replay aussi, Hop. je crois. Attends. Tac. Dernière slide. Ouais. Dernière slide. Hop. Voilà. Ouais, contact. Tout est noté. D'accord. Ok, parfait. Merci. Hop. Alors, est-ce que dans le chat, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Oui. Je peux me permettre encore d'évoquer quelque chose. Comme vous parliez d'études tout à l'heure, parce que nous, on a quand même une filière de chirurgie bariatrique. Est-ce que, parce que la MASH, c'est quand même un diagnostic essentiellement anatomo-pathologique, il faut une biopsie hépatique théoriquement pour affirmer une MASH. Donc moi, je me demandais s'il n'y avait pas moyen de monter peut-être dans le cadre de notre filière de chirurgie bariatrique, profiter de la chirurgie pour faire une biopsie hépatique et utiliser en fait utiliser les données qu'on peut récupérer suite à cet examen. Alors, je ne suis pas hépatologue, mais en effet, nous, on parle de MASH très fréquemment sans forcément de biopsie. Hein. On sait que c'est l'examen, le gold standard, hein, bien sûr. Ouais, aujourd'hui, le fibroscan… Je vous répète dans le DU que je suis en train de faire. Bien sûr, non, je l'ai fait aussi, donc je vois très bien. Mais en fait, comme il y a des examens
invasif sur quelqu'un qui n'a pas d'autres comorbidités. Ce qui est très compliqué, c'est par exemple si on a, comme le cas de la patiente qu'on a évoqué tout à l'heure, VHB plus MASH. J'ai évoqué pour faire la part des choses, c'est là où effectivement ça aurait son intérêt, mais sur quelqu'un qui a du diabète et qui a effectivement, entre guillemets, pas d'alcool, on peut effectivement évoquer ça. Alors après, c'est vrai que c'est le gold standard, hein, on est d'accord, mais on ne biopsie, en tout cas nous, on ne biopsie pas dans Très peu, très peu. voilà, Très peu de biopsies maintenant. Hein. on fait très peu. Il y a beaucoup moins de biopsies qu'il y a 10-15 ans, hein, justement parce que l'élastométrie permet d'éviter ça. Entre le FIB4, l'élastométrie, potentiellement un fibrotest si vous voulez, en troisième ligne, avant d'arriver à la biopsie, on a quand même maintenant des outils non invasifs qui permettent d'éviter ça, parce que c'est quand même invasif, hein, la biopsie. Il ne faut pas oublier que ça peut être sous anesthésie locale ou générale, c'est une hospitalisation de jour, qu'il y a pas mal d'impact pour les patients. Et ce n'est pas accessible finalement comme ça par rapport à ces outils qui sont vraiment d'accessibilité potentielle pour les patients. Alors, en cas de discordance, hein, quand il y a des discordances de tests hépatiques, effectivement, que vous avez même un FIB4 qui était très discordant avec le FibroScan ou un fibrotest, et effectivement, on n'hésite pas dans ces cas-là. Ça reste bien évidemment, comme je disais, le gold standard. Ça reste du ressort de l'hépatogastro. Oui, moi, c'est des cas, par exemple, que je délègue à mes collègues, donc que je ne vais pas suivre moi, mais que mes collègues hépatogastro vont suivre, ou même des fibroses sévères où on suspecte peut-être une pathologie auto-immune associée. Enfin, dès que le cas est un peu, un peu en marge, évidemment que ça sera la biopsie, parce qu'il faut savoir ce qu'on traite. Et maintenant, pour les nouveaux traitements que j'ai évoqués tout à l'heure, pour les introduire, il faut des diagnostics de certitude. On ne peut pas, alors, bien sûr. Mais... moi, je vais même vous dire autre chose. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et Maud aussi. Effectivement, c'est les pathos qui va voir au final si c'est nécessaire ou pas. Vous savez que la biopsie du foie, on sort une petite carotte qui mesure 1/5000000 du foie. Vous savez que le FibroScan, il mesure 1/500e du foie. Et vous pouvez le répéter plus facilement, changer d'endroit, sans que ça soit invasif. Donc, ou le refaire à 2 mois, 3 mois, sans problématique, si vraiment vous voulez voir une évolution. C'est pour ça que c'est le gold standard, entre guillemets encore, mais ce qui devient vraiment le gold standard, ça va être l'élastométrie, puisque finalement, beaucoup d'études, la plupart des études maintenant reposent sur l'élastométrie du foie. Mais effectivement, quand il y a discordance, biopsie, mais ça arrive en dernier. Et c'est ce qui est marqué dans les recommandations de l'AFEF, de l'Association française pour l'étude du foie. Effectivement, vous regardez, il y a des recommandations, je crois que c'est 2020, je crois 2020 ou 2022, les dernières recommandations sur la fibrose hépatique. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que à l'ensemble des personnes qui sont présentes, quelqu'un a envie d'intervenir, se questionne? Juste pour répondre à Monsieur Henry, Docteur Henry, sur le site de l'espace ressources, vous pouvez voir tous les programmes qui sont déployés et par mots-clés, trouver vraiment peut-être un programme qui peut vous intéresser. Et en fait, on a déployé une nouvelle structuration du site où on retrouve les fiches programmes de chaque programme, c'est-à-dire avec les ateliers, les objectifs, etc., où ça se passe, voilà. Donc, je vous laisse voir, ça. Ok, voilà. Merci. Oui, l'ensemble du groupe, est-ce que quelqu'un a une question encore pour nos spécialistes du foie? N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris le message clé, hein, c'est vraiment ce non-clivage en fait entre nos disciplines, enfin, finalement, hein, que ce soit la médecine générale, les nutritionnistes, les endocrinos, les diététiciennes et les hépatos, enfin le côté foie, en fait, on est vraiment sur voilà, le gras, le sucre, l'obésité atteignent tous les organes, le foie y compris, et donc si parfois effectivement chez les patients l'un ne fait plus levier, on argumente aussi sur l'impact positif que ça peut avoir sur l'autre. Et ça, très souvent, on l'a observé, hein, et nos infirmières aussi, que ça peut être des choses très intéressantes à évoquer par un angle d'accès différent. Et moi, je voudrais compléter en disant, si vous travaillez dans une CPTS et que vous avez envie effectivement qu'on aborde ce sujet, n'hésitez pas à en parler à votre CPTS, qui nous contacte, ou à nous contacter et qu'on aborde le sujet ensemble avec votre CPTS, parce qu'effectivement, nous, on est preneurs également de ces contacts, parce qu'on sait que ça passera aussi par là, et on l'a expérimenté par la CPTS, donc on est convaincu que la CPTS a un rôle à jouer fondamental dans la formation, la diffusion de l'information et l'organisation des parcours.
Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, mais je pense que oui, j'en parlerai de toute façon à l'équipe de notre CPTS. Oui. Ouais, parce que la stéatose, hein, nous on l'a vu hein, en médecine générale ici, tous les médecins généralistes, on a fait plusieurs maintenant interventions, formations depuis les 3 dernières années. Hein. C'était vraiment le fameux oh, t'as le foie gras, oui, bon, c'est pas très grave, hein, toute l'Alsace a le foie gras, quoi. Ben, en fait, si, en fait, si. Alors oui, pas au stade grave encore, mais en fait, il faut le prendre en soin et ça se prend en soin. Et on a les moyens aujourd'hui de le faire, même non médicamenteux, mais il faut, voilà. Et ça, c'est important. C'est ça, c'est cette modification-là, je parlais de paradigme, de faire changer cette vision. Et ça, c'est le médecin G qui a accès. Parce que même le nutritionniste, ça sera un peu plus tard dans le parcours de soins. Plus tard. Alors que le médecin G sera vraiment à la base de cette Oui, première. et que la stéatose hépatique, de toute façon, amène du diabète de type 2 dans le futur, en plus, de toute façon. Toutes ces femmes avec leur SOPK, après, il faudra aussi qu'on parle des gynécos. C'est le même deal, hein, l'insulinorésistance chez les gynécologues qui parlent de SOPK à leurs patientes. Regardons le foie. Enfin voilà, c'est toutes ces disciplines un peu globales. On a eu l'habitude, comme d'habitude, hein, de saucissonner. Donc voilà, c'est de décloisonner. Exactement. Très bien. Merci à vous. Merci. Eh bien, merci. S'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Merci à l'espace Ressources TP Grand Est de cette Mais collaboration et de travailler avec nous. c'est avec plaisir si on arrive à faire passer des messages ensemble et que ça arrive à la profession déjà, aux professionnels de santé qui sont extra-hospitaliers aussi. Un maximum, on voit bien que, enfin, docteur Henri, vous êtes dans une CPTS, même si c'est l'organisation extra-hospitalière, c'est quand même compliqué de toucher tout le monde. Et pour que chaque personne ait les mêmes chances, c'est très important. Eh ben, merci à tous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez notre mail, vous avez le mail du Selva. Surtout, faut pas hésiter. Il y a des professionnels à votre écoute et pour vous donner des réponses les plus précises. Hein. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.